Bonjour à vous qui nous suivez depuis vos véhicules, vos maisons, vos bureaux et tout autre endroit dans lequel vous vous trouvez en ce moment et bienvenue sur la fréquence 93,5 MHz de la radio Magnificat pour un nouveau numéro de votre tasse de droit avec au micro LB. Le mariage, contrat ou institution? C'est un sujet fréquemment proposé aux étudiants en droit que nous n'avons pas l'intention de corriger dans le cadre de cette émission. Nous l'abordons car c'est également le questionnement du citoyen lambda curieux de savoir ce qu'est le mariage et ce à quoi il s'engage au-delà des idées, des théories préconçues et véhiculées dans la société, dans la famille, dans les confessions religieuses et dans tout autre milieu de vie. Mais de quel mariage parlons-nous? Nous parlons du mariage civil, puisqu'il est question de faire une sensibilisation sur le droit, ce qui n'exclut pas sa transposition au mariage religieux, étant donné que nous sommes sur une radio confessionnelle. Alors, le mariage, contrat ou institution, c'est le thème de la tasse de droit de ce jour que nous vous proposons de développer tout de suite après le jingle. Hey, votre mariage est dans quelques mois. Vous ne savez pas quel régime matrimonial choisir. Vous pensez être victime de licenciement abusif. Vous ne voyez pas votre enfant depuis votre séparation. Tous les lundis à 16h, mettez-vous sur la fréquence mégahertz, Radio Magnificat, pour vous faire servir une tasse de droit, l'émission qui vous en dit plus sur vos droits, sur nos lois. Nous sommes de retour sur le plateau de notre émission et souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce moment de partage sur la question de savoir si le mariage est un contrat ou une institution. La première partie de la réponse que nous proposons à cette question consiste à dire que le mariage n'est pas un contrat, mais il ressemble assez. Pour cause, on retrouve des similitudes tant au niveau des conditions de formation du mariage que des effets du mariage. En matière de contrat, et pour prendre le premier aspect, donc celui des conditions de formation, le contrat se forme valablement, entre autres, sur la base d'un consentement qui aura été donné de manière libre et éclairée et sur la base d'une capacité à contracter. Le consentement, c'est la volonté de s'engager. Et lorsque l'on dit que le consentement pour former le contrat doit être donné de manière libre et éclairée, cela signifie simplement que l'on doit avoir la volonté, mais aussi la conscience de l'engagement que nous sommes sur le point de prendre et que nous avons donné notre adhésion à cet engagement-là sans avoir été influencés de quelque manière que ce soit, sans avoir été induit en erreur. C'est la raison pour laquelle le consentement ne forme valablement le contrat que lorsque il est donné sans erreur, sans violence, mais également sans dol. Le dol ici euh, euh, renvoie pardon au fait d'être manipulé, au fait d'être induit sciemment en erreur pour donner son consentement. Donc de la même manière, pour qu'un mariage soit valablement constitué, célébré, etc., il faudrait que chacun des époux ait donné son consentement sans que il n'y ait eu derrière une influence, une certaine violence, qu'elle soit physique ou psychologique, sans qu'il n'y ait eu erreur. Et on va se dire, mais comment est-ce qu'on peut se tromper dans le mariage? C'est pourtant quelque chose de totalement possible. Prenons à titre d'exemple un homme qui épouse une femme qui serait une jumelle. Vous avez effectivement des jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, qui sont totalement identiques. Alors, le monsieur, il aura voulu épouser, disons, Simba, et finalement, le jour du mariage, c'est Ndoussi qui se présente. À ce moment-là, la validité du mariage sera entachée parce qu'il y aura eu erreur sur la personne que ce monsieur s'est engagé à épouser. Il n'a pas voulu épouser Ndoussi, il a plutôt voulu épouser Simba, et cette erreur rend donc nul, on va dire, son consentement. L'autre condition de formation du contrat que l'on retrouve également dans le mariage, c'est la capacité. Il s'agit ici de capacité juridique, entendue comme l'aptitude à être titulaire de droits et à les exercer. Pour qu'un contrat soit valablement formé, il faut que celui
qui participe à sa formation est la capacité de contracter. Cette capacité de contracter est refusée essentiellement aux mineurs non émancipés et aux majeurs frappés d'incapacité. Il y a donc plus ou moins des questions d'âge, entre autres, qui sont mises en évidence, en exergue pour ne pas permettre à certaines personnes de contracter ou de ne pas contracter. Ainsi donc, une personne qui aura moins de 18 ans et qui n'aura pas fait l'objet d'émancipation ne peut pas conclure de contrat. Ou un majeur qui est frappé d'incapacité, comme on l'a dit, c'est un thème que nous pourrons d'ailleurs aborder ultérieurement parce qu'il y a à boire et à manger sur cette question de majeurs incapables. Donc, je disais qu'un majeur incapable ne peut pas non plus contracter, sous quelques réserves, bien évidemment. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la restriction en fait liée à l'âge, liée à la minorité, qui va donc être rattachée à cette capacité juridique. Appliquée au mariage, la loi exige pour se marier d'avoir un âge requis. Il s'agit d'avoir 21 ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes. Donc, en dessous de cet âge, on estime que on n'a pas la capacité de contracter le mariage. On n'a pas la capacité de s'engager dans le mariage, même s'il y a effectivement des exceptions. Ces deux conditions, donc consentement, capacité, on va les retrouver aussi bien dans la formation d'un contrat que dans la formation du mariage, ce qui pourrait faire penser à une confusion entre les deux, ce qui pourrait faire dire que le mariage est un contrat, d'autant plus que il y a également des sanctions plus ou moins similaires de part et d'autre. En effet, lorsqu'un contrat n'est pas valablement formé, la loi a prévu, entre autres comme sanction, sa nullité. Lorsque le consentement n'aura pas été donné de manière libre et éclairée, comme on l'a dit, lorsque l'âge n'aura pas été respecté, le contrat, pardon, est annulé. Il en est de même également pour le mariage. Chaque fois que l'un des époux n'aura pas eu l'âge requis ou que le consentement de l'un des époux aura été donné sous le prisme de la violence, on pourra sanctionner ce mariage-là par la nullité. Donc, voilà un effet commun avec le contrat. Il est également possible en matière de contrat de, j'ai envie de dire, de retirer son consentement. Donc, on a donné son consentement pour s'engager. On peut également plus tard décider de ne plus rester dans le contrat. À ce moment-là, on parlera de résiliation ou de résolution. En matière de mariage également, il est possible de décider de ne plus rester dans les liens du mariage. Mais on ne parle pas ici de résiliation, on parle plutôt de divorce. Donc le divorce est un peu comme la résiliation du contrat, une manière pour une partie engagée ou dans le contrat ou dans le mariage, selon la situation dans laquelle on se trouve, de se défaire en réalité de cet engagement-là, mais cela part de la volonté de chacun, la volonté des individus. Voilà la première série de similitudes qu'il y a entre le contrat et le mariage. L'autre série de similitudes se situe au niveau des effets. Le contrat, lorsqu'il est valablement formé, il produit des effets. Ces effets sont essentiellement la naissance de droits et d'obligations à la charge des parties. À titre d'exemple, lorsque vous concluez un contrat de travail, il fait naître des obligations et des droits de part et d'autre. L'employeur aura l'obligation de rémunérer la prestation de travail fournie, tandis que l'employé aura l'obligation de réaliser la prestation de travail requise. Et en contrepartie donc de cette prestation de travail, il aura le droit de recevoir un salaire. De la même manière, le mariage, lorsqu'il est célébré, lorsque les conditions de sa formation sont respectées, il produit des effets, il produit des droits et des obligations à l'égard des époux. Du point de vue des droits, on peut par exemple citer le droit de secours, qu'on appelle plus exactement obligation de secours, d'entretien et d'assistance. En réalité, c'est un droit que chacun des époux a d'obtenir donc de l'autre époux son assistance, son secours, d'obtenir que l'autre époux l'entretienne.
Le mariage fait également naître des obligations, notamment l'obligation de fidélité, l'obligation de cohabitation, l'obligation de contribution aux charges du ménage. Donc, à cet égard-là également, on se rend compte qu'il y a de véritables similitudes entre le contrat et le mariage. Voilà donc en quoi est-ce que le mariage peut être considéré comme un contrat sans l'être vraiment. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé donc en première partie de réponse que le mariage n'était pas un contrat, mais qu'il y ressemblait assez. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase de réponse, à la deuxième partie de la réponse qui consiste à relever en quoi est-ce que le mariage est une institution et nous revenons là-dessus tout de suite après la pause. Je suis la femme, une lumière qui brille même quand tout est noir. Je le suis, quand tu me regardes, tu vois l'amour, l'espoir en chair humaine. Oh, je suis capable de bâtir et entreprendre. Ce qui passe par ma main, prendre les valeurs, une fleur dans le jardin de Dieu. Quand tu me vois, tu vois cette gloire sur moi. Je suis la femme. Maisha utamkaribu nami. Ukeleketa ya lagoon. Je suis la mère de la nation. Oh mama, you are beautiful. Kubariki dada. Tu es une grande championne. Wewe ni heshima ya familia yako. Écoute ça, de mes entrailles, j'ai trouvé grâce de porter le Messie. Femme en Christ, par la sagesse divine, je gouverne, je lève et instruis les rois. Je suis née de Dieu, l'esprit brille en moi. Je suis celle qui témoigne de ta résurrection. Je donne la vie, même au prix de la mienne. Pendant des mois et des semaines, je t'ai porté dans mon ventre. Et tous les matins je me lève, je travaille pour ton bonheur. Mwalimu wa kwanza, mchungaji wa kwanza ni wewe. Mwanamke uko baraka wa mataifa. Maisha utamkaribu nami. Ukeleketa ya lagoon. Mungu akubariki dada. Yote tombola ekolo. Femme, tu es une héroïne. Maman, pour les qui roulent la panne. Je suis vertueuse. Oh oui, je suis précieuse. Moi, je suis gracieuse. Une femme de valeur. C'est le second moment de cette émission et donc de ce partage, axé cette fois-ci sur la nature institutionnelle du mariage. Pourquoi dit-on que le mariage est une institution? Il faudrait déjà commencer par savoir ce que c'est qu'une institution. On définit de manière générale l'institution comme l'ensemble des formes ou des organisations sociales établies par les règles sociales, qui peuvent être des règles juridiques, des règles coutumières, des règles religieuses, etc. Le mariage est une organisation sociale établie par les règles sociales.
C'est un croisement notamment de différentes règles sociales. Et d'ailleurs, le mariage tel que nous le connaissons aujourd'hui résulte d'une évolution et d'un cumul des règles qui sont d'abord parties des habitudes matrimoniales observées dans les sociétés, qui sont parties des coutumes, qui sont parties également ou qui ont évolué avec les règles religieuses, lesquelles ont finalement abouti au mariage tel que nous le connaissons. Donc le mariage est établi par les pratiques, par les coutumes, par les religions, pour être parachevé dans sa construction, dans son organisation par la loi. Et c'est la définition ainsi que les règles fixées ou prévues par la loi qui sont venues primer sur toutes les autres formes de mariage pour essayer de mettre également un peu d'ordre. Donc, le mariage que l'on définit comme l'union stable de l'homme et de la femme n'est pas sorti ex nihilo, c'est-à-dire que ce n'est pas venu du néant. On est forcément parti de quelque part. Ce sont des pratiques qui existaient déjà dans notre société, dans lesquelles on concevait justement qu'à un certain âge, l'homme et la femme se mettent ensemble, qu'ils forment une nouvelle famille, mais ils ne se mettaient pas ensemble n'importe comment. Cela se faisait selon un protocole, selon un cérémonial bien établi, bien déterminé. Et leur vie est également régie par un certain nombre de règles, sinon un certain nombre de principes. Il appartenait notamment à l'homme, en tout cas il appartient toujours à l'homme, de pourvoir aux besoins de sa famille, d'assurer la sécurité financière, matérielle, spirituelle et autres de sa famille. Et avec les règles religieuses, avec l'apport de la religion, les règles entourant le mariage sont venues se préciser. Pour ce qui est de la foi catholique que nous partageons, c'est avec justement l'avènement du christianisme qu'on en est venu à remettre en cause, par exemple, la polygamie qui est ancestrale, qui est coutumière dans notre société. Mais on a enseigné de plus en plus aux hommes que, du moins aux hommes et aux femmes, que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme et que tous les deux se doivent fidélité. La fidélité n'était pas forcément un concept qui existait dans nos sociétés coutumières dans lesquelles on primait la polygamie. Il en est de même des devoirs euh, inhérentes au mariage. C'est vrai que le devoir de contribution aux charges du mariage, il a toujours existé puisqu'on a fait de l'homme le chef de famille et c'est une règle coutumière qui a été entérinée dans la loi, mais il n'en est pas forcément ainsi de tous les autres devoirs ou de toutes les autres règles qui organisent le mariage. Je pourrais prendre à titre d'exemple le nom de la femme mariée. Si on remonte à 15, 20, voire même plus loin, 40, 50 ans, je ne pense pas que le mariage emportait systématiquement le droit d'utiliser le nom de son mari. Donc, ce sont des règles qui sont venues avec la modernité, qui sont venues au contact avec l'Occident, ou plutôt la culture occidentale. Et donc, c'est toute cette symphonie de règles, tout ce mélange de règles qui fait le mariage que nous connaissons aujourd'hui dans ses règles, dans ses modalités, dans ses devoirs, dans les droits qu'il confère à chacun des époux, également dans la manière dont on y met fin. Il y a longtemps dans nos coutumes, et cela existe d'ailleurs toujours, on ne mettait pas fin à un mariage en claquant des doigts. De la même manière que le mariage était instauré sur la base d'un cérémonial, c'est de la même manière qu'il est également défait sur la base d'un cérémonial. Et je peux même dire que la loi a quelque peu calqué cette façon de faire, puisque le mariage civil dont il est question ici va être célébré devant le maire, même si on ne divorce pas devant le maire, mais on ne met pas fin à un mariage juste parce qu'on l'aura décidé. Il y a des protocoles à suivre, il y a une procédure à suivre, sans laquelle on ne peut pas pouvoir, en tout cas, se libérer, juridiquement parlant, des devoirs du mariage. Donc voilà en quoi consiste le caractère institutionnel du mariage, ce qui nous fait dire donc que le mariage est effectivement une institution entendue comme, je le répète, organisation sociale. Et on dit d'ailleurs que la famille qui se forme dans le cadre, ou du moins qui est censée se former dans le cadre du mariage, est la cellule de base de la société. C'est sur la famille que repose l'organisation de toute la société.
ce qui conforte d'ailleurs dans l'idée que le mariage est une institution. Donc, à la question de savoir si le mariage est un contrat ou une institution, on répondra que le mariage ressemble à un contrat ou s'inspire quelque peu du contrat sans être un véritable contrat, mais demeure de toute évidence une institution. Chers auditeurs, lorsque nous avons dit tout ce qui précède, nous avons épuisé le sujet de ce jour qui, nous l'espérons, vous aura été instructif. Et pour boucler en beauté cette émission, gardons à l'esprit que le mariage est avant tout sacré et mérite d'être respecté, ce qui nous amène à une interrogation. Est-ce que nos choix, notre façon d'être et d'agir, le modèle que nous sommes, sont respectueux du mariage? C'est là une invitation à être les artisans d'une société dans laquelle le mariage et la famille aident à construire des gens bien. C'était votre émission Tasse de droit sur la fréquence 93.5 MHz de la radio Magnificat. Merci à vous de nous avoir suivis et restez sur la même fréquence pour la suite des programmes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages.